Les yeux étaient tournés notamment vers Bruxelles parce qu'il y a un sommet de l'OTAN qui dure 48 heures là-bas. Et en arrivant, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré ceci. Écoutez. Les ministres de la Défense de l'OTAN vont se réunir dans ce moment critique pour notre sécurité. La semaine prochaine, cela fera 1 an que la guerre a débuté en Ukraine. 1 an depuis le début de cette invasion russe. Pour l'instant, nous ne voyons aucun signe du côté de Vladimir Poutine indiquant qu'il souhaite entrer dans un processus de paix. Au contraire, la Russie semble préparer de nouvelles offensives. Il est donc capital que les partenaires de l'OTAN continuent de soutenir l'Ukraine à travers l'envoi de matériel. Nous devons accélérer notre production afin d'envoyer davantage de munitions vers l'Ukraine, afin qu'elle puisse se défendre tout en reconstituant nos propres stocks. Déclaration sans ambiguïté, hein, Abnous Shelmani. Poutine n'est pas prêt à la paix et il veut au maximum, Stoltenberg, projeter les membres de l'OTAN dans un temps long et dans un temps dur. Oui, mais on s'en rend compte. C'est vrai qu'il y a eu une forme d'enthousiasme au moment de l'automne, où on s'est dit, voilà, ils sont en position de force, les Ukrainiens, les Russes sont désorganisés. Enfin, ce qui était réel depuis le début de la guerre a été accentué à ce moment-là. Mais le problème, c'est que plus elle dure, et comme la Russie joue le nombre, joue la masse, c'est évident qu'après, en face, il faut tenir. L'Ukraine reste un petit pays par rapport à la Russie. Là, il joue la masse, il continue d'appeler des troupes. Donc évidemment que là, on tombe dans le temps long. Et c'est là où on pourrait peut-être avoir un petit regret en se disant que c'était peut-être à l'automne qu'il aurait fallu envoyer les chars, puisque là, l'Ukraine était en position de force. Donc là, elle aurait pu faire une véritable, reconquérir ces territoires perdus plus vite et qu'on n'en serait peut-être pas là. Mais bon, ce qui est fait est fait. Mais c'est vrai que plus le temps est long et plus ça joue en faveur des Russes. Mais ça, nous le savions toujours, le temps joue en faveur des Russes parce que Poutine n'a pas du tout l'intention de lâcher. On a l'impression, général Dutartre, que ici, Stoltenberg essaie de réveiller un petit peu tout le monde. Il n'y a pas une prise de conscience suffisante sur les objectifs réels de Poutine ? Si, en tout cas, si vous regardez la visite du président Zelensky en Angleterre et en Europe et en France la semaine dernière, pour une simple raison, c'est j'ai besoin d'armement tout de suite. J'ai besoin d'abord de munitions. On n'a pas conscience de l'urgence. Oui. Et d'ailleurs, même sa visite aux États-Unis, pour moi, était dans ce sens-là, même si ça n'a pas été annoncé directement comme ça, en dehors de rassurer les opinions, de s'assurer du soutien indéfectible des Américains. C'était pour dire j'ai besoin d'armement maintenant, j'ai besoin de munitions maintenant. C'est pas dans 1 mois, c'est pas dans 2 mois, c'est tout de suite. Ouais. Et on le voit sur le front d'ailleurs, c'est l'urgence. Et la demande qui était faite aussi au président Macron, j'imagine, c'est les AMX-10 dont vous m'avez parlé, je les veux le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'il faut accélérer ces livraisons-là et de munitions. C'est les chars légers dont vous nous parlez là. Oui, les premiers chars qui ont été annoncés. Ils en sont où d'ailleurs? On sait quand ils vont arriver ou pas? Je ne sais pas, je pense qu'ils vont arriver, j'espère, dans les jours qui viennent en tout cas. Mais il faut réduire au maximum ces délais. Et c'est très important pour stabiliser au minimum le front, notamment renforcer le Donbass et stabiliser le front au sud. Et ça, là, il y a vraiment une urgence. Mais il faut toujours rappeler aussi que l'OTAN n'est pas en guerre contre la Russie. Ça, il ne faut pas dire ce genre de choses pour l'instant. On n'en est pas là. J'espère qu'on n'en sera pas là. Mais c'est vrai que les membres de l'OTAN doivent donner le maximum d'éléments. Enfin, les Européens, tous les Occidentaux qui soutiennent en fait l'Ukraine et à juste titre contre l'invasion de ce pays par la Russie, doivent donner leurs moyens le plus vite possible. Ça, c'est vrai qu'il y a une urgence de ce côté-là. Pourquoi il dramatise les choses, Jens Stoltenberg, d'après vous, Samantha? Alors parce que la situation sur le front devient extrêmement tendue. Les Ukrainiens sont fatigués. Ils commencent vraiment à souffrir du manque de munitions, comme le général l'a très bien expliqué. Mais aussi, c'est que les Alliés n'ont pas assez de munitions à pouvoir donner en Ukraine. Il y a un chiffre que j'ai retenu aujourd'hui qui a été dans un des discours de Stoltenberg, il en a fait plusieurs aujourd'hui, que pour les munitions à large calibre, alors je suis en train de traduire de l'anglais, donc vous me corrigez si je non, ça c'est très bien. Si les commandes sont passées aujourd'hui, ce sera prêt dans 2 ans et demi. Oh là là. Que pour que l'OTAN puisse subvenir aux besoins de l'Ukraine tels que l'OTAN les conçoit aujourd'hui, d'après ce que les Russes leur déversent dessus, il faudrait augmenter la production d'obus, par exemple, de 500%. Et c'est un niveau de production que les États-Unis n'ont pas vu depuis la guerre de Corée. Donc juste pour donner une idée de la tâche. Et ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que si la Russie gagne en Ukraine, et l'OTAN est encore en train de se réarmer parce qu'elle aura dépensé toutes ses munitions pour essayer de sauver l'Ukraine, mais pas assez pour la sauver, ça va laisser l'OTAN extrêmement vulnérable. Et là, dans son discours, Jens Stoltenberg aujourd'hui,
il explique que cette bataille, ce n'est pas une bataille que pour l'Ukraine, c'est une bataille pour la sécurité de l'espace transatlantique, enfin euro-atlantique. Donc, en effet, les dirigeants européens, les dirigeants de l'OTAN ont beau à dire nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais notre façon de se réarmer et le discours de l'Occident face aux besoins d'armer l'Ukraine, c'est le discours d'un espace qui sent que la guerre s'approche. Donc c'est pour ça qu'il y a et que Stoltenberg, parce que Stoltenberg n'a aucun pouvoir de décision. Non. Pour avoir travaillé au QG de l'OTAN et pour avoir participé à la rédaction de ce genre de discours, c'est des documents qui sont rédigés à l'avance, qui passent par des comités et chaque pays membre va changer une virgule, un point, un mot. À peu près, il faut la version française, la version anglaise. Donc, tout ce qu'il dit est calibré. Et le résultat d'un consensus. Ouais. Alors, il y met sans doute un petit peu de sa sauce, il va mettre son émotion à lui, mais il a très peu de marge de manœuvre dans ce qu'il peut dire. Après, il y a tout son langage corporel qui, lui, en dit beaucoup plus. Parce qu'il faut que les 30 pays soient d'accord. Après, ça n'empêche pas chaque pays individuellement, parce que chaque pays garde beaucoup de souveraineté dans le domaine de la défense. Chaque pays individuellement peut contribuer à l'effort. Et dernière petite chose qui est vraiment intéressante, les Estoniens ont proposé, je crois, avant-hier, on était dimanche, alors c'était soit hier, alors soit vendredi, la création d'un fonds européen. Une mutualisation de l'achat d'armes. Une mutualisation d'achat d'armes, un petit peu comme pendant le Covid, avec le Royaume-Uni qui serait inclus dedans. Donc finalement, grâce à la guerre en Ukraine, il n'y aura plus de Brexit. J'ai fait petit aparté. Et donc, pour aussi souligner le besoin européen d'assurer sa propre défense. Les Américains, évidemment, ce sont eux qui sont très très présents à l'OTAN et dans ce conflit. Et on a parlé ici de l'urgence avec Stoltenberg, mais les Américains, ils essaient évidemment de se projeter aussi sur le moyen et sur le long terme. Écoutez le ministre de la Défense américain, Lloyd Austin. This contact group has made it clear. Ce groupe de contact a clairement indiqué que nous soutiendrons le combat de l'Ukraine pour la liberté sur le long terme. Et nous aiderons l'Ukraine à tenir et à progresser pendant la contre-offensive de printemps. Dans l'unité et l'urgence, nous apporterons à nouveau le soutien que nous avons promis à l'Ukraine. Nous mettrons des capacités entre les mains de forces ukrainiennes entraînées afin qu'elles puissent être intégrées ensemble sur le champ de bataille. Et il parle d'une contre-offensive au printemps. Lloyd Austin, Abnous, ça veut dire en gros, si on comprend, que le plan, c'est de tenir quelques semaines et ensuite, surtout, de mettre la pression pour contre-attaquer le plus vite possible. Contre-attaquer en espérant que les armements sont là, que les soldats sont formés, que là, les Norvégiens ont promis, vous n'avez pas donné le chiffre, 8 chars Léopard qui vont arriver. Donc maintenant, c'est de coordonner. Et il a raison de dire c'est aussi la coordination, parce que c'est quand même un patchwork d'armements qui viennent partout, c'est plus compliqué. Alors, on remarquera aussi que Lloyd Austin a été très précis sur les armements, mais pas de traces d'avions, etc. Donc il y a quand même, évidemment, pour l'instant, avec la crainte que la situation dégénère. Mais vous savez, là maintenant, au bout d'un an, on est tellement engagé que plus on avance et plus ça sera un désastre que la Russie gagne, concrètement. Oui. C'est que là, j'allais dire, c'est quand même tout l'honneur des démocraties libérale qui est en jeu. Donc maintenant, on ne peut plus reculer. Et c'est vrai que là, il faut vraiment faire en sorte déjà que l'Ukraine ne reperde pas les territoires reconquis sur les Russes, mais ça peut aller très vite. Donc c'est pour ça que là, le fait d'insister, Lloyd Austin a raison, mais attention aussi, on l'entend. Il y a aussi des voix qui ont commencé à se faire entendre en disant « Mais regardez, à l'automne, l'Ukraine était en position de force. C'était ce moment-là où il fallait se mettre à la table des négociations. Parce que est-ce que ce moment peut revenir ?» Parce que là, c'était vraiment l'Ukraine qui donnait le tempo, qui était là. Et c'est vrai que peut-être qu'on s'est tous reposés un peu sur les lauriers en disant « Bon, le front est stabilisé, maintenant ils ne peuvent que avancer. » Bah oui, mais il n'y a pas de magie en guerre, il faut des armements. Et ça n'a pas été anticipé. Donc attention que ce moment-là ne revienne pas, que si les Russes reprennent du territoire, qu'on ne se retrouve pas à dire « Bon, bah là, de toute façon, ça serait impossible de revenir en arrière, donc il faut négocier. » Et là, négocier alors que l'Ukraine est en position de faiblesse, c'est pas bon du tout. La fenêtre du printemps pour une contre-offensive ukrainienne, c'est la bonne fenêtre générale ou pas ? Pour les deux, mais je pense que effectivement, si les chars arrivent suffisamment tôt, c'est pour ça que c'est important. La première chose, c'est que les premiers chars, dès qu'ils sont disponibles, il faut pouvoir les amener en renfort, si vous voulez, sur le front de la région de Bakhmout, notamment dans le Donbass.
Et ensuite, vous imaginez, si s'il y a une centaine de chars Léopard notamment, parce que c'est vraiment le char qui est adapté, on peut envisager une contre-attaque, en tout cas entre Zaporizhzhia et Bakhmout. Ça pourrait être une chose, c'est ce qu'on évoque au printemps. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, vous le disiez très justement. Certains ont pensé qu'il allait y avoir une retraite russe significative. Apparemment, Poutine est déterminé à aller jusqu'au bout pour conquérir le Donbass. Je pense pas qu'il y aura, je n'envisage pas une défaite ukrainienne. Non, il y a trop de chemins, il y a trop de choses, il y a trop de soutien aussi. Mais c'est vrai que c'est en position de force qu'on peut négocier. Donc c'est ça qui est difficile. Je trouve qu'il faut reprendre les propos du président Macron lorsque le président Zelensky est venu à l'Élysée. C'est le seul, je crois, qui a parlé de paix. Plan de paix, il a parlé dans son discours 5 fois du mot paix. Personne d'autre n'en parle. Il faudra un moment ou un autre, il faudra qu'on en parle d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire d'avoir des concessions vis-à-vis des Russes, mais il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution et l'objectif du président Macron, il a tout à fait raison, et d'autres présidents occidentaux, c'est éviter l'escalade, tout en soutenant un maximum les Ukrainiens. Et c'est vrai que l'équation est difficile. Certains parlent de ligne de crête, c'est vrai que c'est difficile, pour plein de raisons, mais on n'a pas le choix. On est confronté à quelque chose d'unique dans l'histoire, parce que les gens ont dit non, on ne répète pas l'histoire. C'est la première fois qu'on a une puissance nucléaire comme ça, dans lequel on soutient complètement un ex-pays de l'URSS. On a un front qui est mélangé entre le 14-18, 39-45 et des hautes technologies ultramodernes. Mais la difficulté, c'est qu'on a un pays en face qui a 6000 têtes nucléaires et avec des dirigeants qui sont obsédés par une logique qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça qu'on a tant de mal à se comprendre. Et avec des engagements, que ce soit le président Poutine ou Zelensky, qui ont l'air inconciliables. Ouais. Il faudra donc bien qu'un jour, quelqu'un arbitre, tout en préservant bien sûr les intérêts de l'Ukraine. Il y a des possibilités. Il faudra qu'un jour, les diplomates rentrent en ligne de compte. Il y a des tas de choses qu'on peut imaginer. Puisque vous parlez des chars, ça peut peut-être arriver plus vite que prévu, justement. Les chars, les formations, en tout cas, ont déjà commencé. Écoutez, un officier ukrainien qui a justement commencé à piloter ces fameux Léopard 2 en Pologne. À partir d'aujourd'hui, je peux dire que ce tank est de très bonne qualité. Et ce que j'aime, c'est que nos soldats aussi l'apprécient beaucoup. Je pense que le délai qui nous a été imparti sera suffisant pour apprendre à gérer ces véhicules. Tous mes soldats, y compris moi personnellement, sont venus de l'Est du front, de Donetsk, de Louhansk, directement depuis la zone de combat. Donc nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons reçu la commande et en 2-3 jours, nous étions déjà en Pologne. Et voilà, il pense que le timing sera bon et que donc peut-être que les tanks pourraient arriver sur le front plus tôt que prévu, ce qui ferait plutôt plaisir aux Américains parce qu'il semble, Samantha, que les Américains sont en train de mettre la pression sur les Ukrainiens, d'augmenter en tout cas cette pression en coulisses naturellement, parce que quand on s'adresse aux caméras, on dit que les Américains seront là tant qu'il le faudra, voilà, c'est l'expression consacrée. Mais le niveau de soutien peut varier, c'est ce que raconte le Washington Post qui cite une source proche de Joe Biden. Voilà ce que dit Washington Post, d'après ce haut responsable américain. Il dit « Nous continuerons d'essayer de leur faire comprendre que nous ne pouvons pas faire tout et n'importe quoi éternellement. » Cette source dit aussi que les Ukrainiens doivent agir maintenant pour faire basculer la guerre. Pourquoi ce coup de pression maintenant, Samantha ? Parce que le financement n'est plus assuré. Biden n'a plus le contrôle du Congrès. Et donc, tous les nouveaux financements qui devraient venir après le mois de juin, donc il y a financement jusqu'en juin, d'après ce que j'ai compris. Tous les nouveaux financements qui devraient venir devront faire l'objet d'une nouvelle approbation. Et ce n'est pas du tout sûr qu'ils l'obtiennent. Ensuite, les États-Unis vont rentrer dans une période préélectorale à la fin de l'été. Ouais. Donc, il y aura d'autres sujets, d'autres préoccupations. L'opinion publique aux États-Unis commence à basculer un petit peu par rapport à l'aide à l'Ukraine. Et surtout, on ne sait pas quel candidat il y aura en face du candidat démocrate qui reste encore... à définir, mais probablement Joe Biden. Probablement Joe Biden, malgré son grand âge. Donc, et les candidats républicains qui sont le plus souvent cités, à part Donald Trump, sont aussi des républicains qui seraient plutôt enclins à un retour de l'Amérique sur elle-même et surtout moins enthousiastes pour financer la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment maintenant le moment clé.
Et c'est aussi ce que les alliés européens comprennent. Les alliés européens, surtout ceux qui sont près de la frontière ukrainienne et près de la frontière russe, parce qu'ils ont très très peur d'un retrait des États-Unis, un retrait psychologique et même un retrait militaire des États-Unis, de l'Europe et de l'OTAN, selon la nouvelle administration qui viendrait en 2024. C'est vrai, Amnous, que 2024. Les Américains disent il faut y aller. Ils disent aux Ukrainiens il faut y aller maintenant, allez-y maintenant. On sent que le niveau de pression a augmenté fortement. Le niveau de pression a augmenté fortement et puis il faut voir que quand même les Américains sont un peu des traumatisés des guerres dans lesquelles on surinvestit et qui finissent par être perdues. Ouais, des guerres qui traînent et qui ne débouchent sur rien. Ouais. Le Vietnam, et pourtant, en termes d'armement, en termes de technologie, les Américains étaient quand même devant. Et puis, il n'y a pas très longtemps, avec cette débat qui a été le retrait désorganisé d'Afghanistan. 20 ans de présence américaine. Bon, vous savez ce que j'en pense. Je veux dire, on a quand même mis tous les enfants afghans à l'école, on a alphabétisé ce pays, ça n'a pas suffi. Déjà, ça n'a pas servi à rien, ces 20 ans de présence militaire, mais avec la débâcle auquel on a tous assisté. Et c'est 20 ans d'investissement. Donc, cette défiance des Américains, elle ne se passe pas sur n'importe quoi. C'est concrètement, à chaque fois qu'on y est allé, je ne parle même pas du désastre qu'a été l'Irak quand on voit la situation de l'Irak aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on y est allé, à chaque fois qu'on s'est investi directement, ça a fini en catastrophe et tous ces milliards déversés finalement pour un retour à la situation qui était là avant. On va dire que le Vietnam, maintenant il commerce avec le Vietnam et c'est un allié face à la Chine, mais je dis concrètement, c'est normal qu'il y ait cette défiance-là. Pour ce qui est des autres républicains, c'est plus compliqué parce que vraiment le narratif anti-russe est quand même très fort du côté et des républicains et des démocrates. Mais là, concrètement, c'est aussi la promesse de l'Indo-Pacifique depuis Obama. C'est qu'il y a quand même, là, avec ce qui se passe avec la Chine, il y a aussi cet autre front qui a été ouvert par quand même Barack Obama et qui tarde à se mettre en place. Et là, ce qu'il y a dans le ciel russe, ce n'est pas des ballons dans le ciel américain, ce n'est pas des ballons russes, c'est des ballons chinois. Ouais. Donc, et le premier compétiteur des États-Unis, c'est la Chine. Donc, tous ces éléments font que, concrètement, il faut que l'Ukraine se retrouve très vite en position de force militaire pour pouvoir négocier et sortir de cette guerre. Ouais. En fait, il n'y a pas franchement beaucoup d'autres choix, parce que si ça s'enlise, c'est pas que les Américains vont jamais directement se retirer, mais petit à petit, ils vont être moins impliqués. Et là, dans ce cas-là, ça va être une guerre qui va revenir, je veux dire, aux mains de l'Europe. Et est-ce que l'Europe est prête, d'un point de vue purement militaire? Je ne pense pas que ce soit d'un point de vue politique. Elle a tout intérêt à être prête, parce que l'Ukraine se bat pour nos valeurs, pour la défense de, effectivement, nos modes de vie, nos quotidiens. On ne veut pas vivre à la russe. On ne veut pas vivre dans une autocratie, et donc dans ce cas-là, on n'est pas prêt militairement, donc on a vraiment besoin des Américains. C'est vrai, Général, que l'argument de cet autre front est un argument important. Les Américains ont réaffirmé, par exemple, aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas de livraison de missiles à longue portée, les fameux attaques MS, pour éviter que les Ukrainiens tapent directement en Russie, c'est sûr, mais aussi, et la raison principale n'est-elle pas celle-là, pour protéger leur propre stock. Oui, ça leur appartient, hein, mais c'est vrai que ce souci d'escalade, en fait, il n'y a pas que le président Macron, hein, le président Biden aussi est très sensible à ça. Hein, et c'est pour ça que vous regardez d'ailleurs, l'aide américaine, elle est toujours quand même relativement mesurée. Hein, même si on annonce des milliards et des milliards, bah, vous voyez, les chars, c'est lesquels? C'est les Abrams, ils ne sont pas encore là hein, pour l'instant. Hein, il y a une trentaine qui a été promis par les Américains. Il n'y a aucun doute sur les HIMARS et d'autres choses. C'est vrai que les armements longue portée, c'est plus délicat apparemment. Moi, je pense qu'on pourrait en donner quand même quelques-uns parce que dans la mesure où ça reste dans le territoire ukrainien. Mais c'est vrai que, comme je disais très justement, le front risque de s'enliser. Ça, c'est clair. Il faut un qui résiste, deux qui récupère le plus possible de terrain, et trois, à un moment, quand il est en position de force, qu'on puisse négocier dans de bonnes conditions. Mais il faudra aussi négocier. C'est vrai que l'urgence, c'est qu'ils aient les moyens de se défendre, qu'ils puissent contre-attaquer, qu'ils regardent ça dans le terrain. Et puis à un moment, il faut que aussi la communauté internationale dise maintenant c'est stop. Et maintenant on discute. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là d'un côté ou de l'autre hein, sur la discussion. On le voit bien parce que les combats se poursuivent de façon féroce, notamment toujours du côté de Barmout. Et on va s'intéresser aujourd'hui à Barmout parce que figurez-vous que le discours a changé dans la bouche de Prigojine, le dirigeant de Wagner. Depuis plusieurs semaines, vous l'avez vu ici, hein, on voit Prigojine communiquer beaucoup sur les avancées de Wagner dans le nord, dans le sud, etc., etc. Eh bien, le discours est en train de changer. Prigojine explique aujourd'hui que la prise de la ville de Barmout n'est pas vraiment d'actualité. Écoutez.
L'ennemi est de plus en plus actif. Il n'arrête pas d'envoyer de nouvelles troupes de réserve. Tous les jours, 300 à 500 combattants arrivent à Bakhmout. Les tirs d'artillerie s'intensifient de jour en jour. Aujourd'hui, par exemple, au nord de la ville, des combats très durs sont en cours. Il est totalement impossible d'encercler l'ennemi au nord. Chaque maison est prise d'assaut, mètre carré par mètre carré. La lutte est acharnée. D'où sortent ces récits sur un soi-disant encerclement? Alors c'est vrai, Samantha, qu'on voit une évolution incontestablement. Le Prigojine triomphant, c'est fini. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre pourquoi? Alors là, ce n'est pas la première fois qu'il met en garde contre des victoires rapides autour de Bakhmout, justement. Il y a quelques semaines, il a aussi publiquement dit que ce sera une bataille très compliquée, l'ennemi se défend très bien. Et donc là, c'est moi ce que je vois chez Prigojine, de plus en plus de signes de quelqu'un qui se positionne en tant qu'homme politique. Ce qui se passe aujourd'hui en Russie, c'est que les grands médias d'État ont reçu des consignes de moins parler de lui, par exemple. En même temps, la semaine dernière, on l'a vu dans je crois que c'était un Sukhoi 24, appeler Zelensky au duel. Mais contre toutes les lois de la diplomatie, un président ne peut que parler à un autre président. Un homme d'affaires, chef de guerre, ne peut pas, dans la chaîne protocolaire, s'adresser directement à un président et lui proposer d'échanger un terrain contre un autre. C'est ce qu'il faisait. Donc Prigojine est en train de sortir complètement du cadre. Il me fait penser un petit peu à Trump, dans sa façon de refuser toutes les lois de la politique et de se positionner comme quelqu'un qui va casser les codes, qui est un milliardaire, qui est en même temps l'homme du peuple. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Il se prépare, moi comme je l'interprète, à dire un jour, regardez, on vous ment, moi je ne vous ai pas menti sur ce qui se passe sur le terrain. D'autres versions disent que tout ce que Prigojine fait est contrôlé au millimètre près par Poutine, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Russie et qu'il y a des consignes justement pour ne moins parler de lui, moi je pense que Poutine n'est pas en train de le contrôler aussi bien qu'on l'aimerait le croire. Ce sont des versions différentes, mais il se positionne comme celui qui dit les choses comme elles sont. Et c'est vrai qu'il ne se gêne pas pour critiquer notamment l'armée russe. Il l'a refait d'ailleurs dans cette même déclaration. Il s'en prend à l'armée russe et à sa façon de communiquer. Écoutez. Il y a autre chose que je ne comprends absolument pas. Comment peut-on faire croire que Bakhmout sera prise demain alors que la résistance n'a jamais été aussi forte? On nous pilonne, c'est une véritable boucherie. Et il faudrait qu'on crie victoire? On n'est pas prêt de faire la fête, ni aujourd'hui, ni dans les jours qui viennent. Pour le moment, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir. Démobiliser les troupes en s'asseyant sur ces points espacés, ça n'a absolument aucun sens. J'en appelle à tous les volontaires. Allez, en avant, prenez les armes, putain. Il vise l'armée régulière, Amnos. Une fois de plus, écoutez, il l'avait déjà fait hier. J'allais dire une fois de plus. Alors, c'est intéressant, Prigojine, parce que d'une part, il se positionne effectivement comme l'anti-Poutine. Je veux dire, c'est un peu, s'il fallait trouver l'équivalent d'un Zelensky du côté russe, c'est lui. Il n'apparaît jamais qu'en tenue militaire sur le terrain. Quand il s'adresse à Zelensky, il est effectivement dans un avion de combat. Il est là. Le fait qu'ils disent « Non mais attendez, ça ne va pas se gagner tout seul », c'est que si Bakhmout tombe, ça sera grâce à lui. Et il aura préparé les esprits en disant « C'était une victoire difficile, rappelez-vous ce que je vous ai dit ». Il est toujours dans cette optique-là à dire « Comment je peux tirer mes marrons du feu ?» Il le fait très bien. Mais attention, il y a un jour où il a aussi, le même jour, il a donné une interview. C'est un vantard. C'est quelqu'un qui est en train de se préparer un personnage où il s'est vanté d'être l'unique financier, l'inventeur, le créateur et le gérant d'une ferme à Troll, des campagnes de désinformation. Moi, le plus fort, non seulement, et ça se entend quoi? Non seulement je suis sur le terrain, je suis avec nos soldats, je m'en occupe, je leur dis, ça va être dur, mais on va y aller, on va gagner. Mais en plus, à côté de ça, c'est moi qui ai fait tout le travail de déstabilisation de l'Occident avec tous leurs discours anti-russes. C'est encore moi qui suis derrière ça. Je protège la réputation de la Russie. Je protège tout. Et en fait, il devient quoi? Le fait de dire ça, c'est que ça devient un peu le père protecteur de la Russie, ce que Poutine n'est pas. Encore une fois, on n'a pas vu une seule fois Poutine sur le terrain. Et lui, il ne se positionne que... Il ne parle même pas de Poutine, il ne se positionne que face à Zelensky. Donc toujours attention, quand il dit ça va être dur, c'est toujours en disant, quand on va gagner, je serai l'artisan d'une victoire difficile. Et c'est vraiment dans ce discours viril de soldat. Et effectivement, s'il en fait trop, peut-être qu'il sera éliminé, mais peut-être aussi que d'ici là, les soutiens de Poutine se diront décidément, ce dirigeant est fatigué. Celui-là, c'est un Poutine, mais avec plus de points. Et au moins, il nous a amené la victoire. Général.
Oui, moi j'ai deux lectures. Je cautionne ce qui a été dit par Samantha et par Madame. Moi, ce que j'observe d'abord, c'est qu'il fait une erreur tactique importante, c'est de décrire totalement, vu de sa place, le front russe à Bakhmout. Donc, et ça montre quelque part qu'il se sent pas si à l'aise que ça avec ses troupes. Il dit c'est pas gagné à Bakhmout parce que même au nord, là, ils sont en train de contre-attaquer et tout. Il devrait jamais dire ça en fait. C'est très intéressant côté ukrainien. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'il dit, ou est-ce que là c'est vrai? Ah bah oui, dans ce cadre-là, oui. C'est pas de l'intox. Autant il y a des fois il fait de l'intox, mais là c'est effectivement la réalité. Donc il nous le confirme parce que toutes les informations dont on dispose montrent que ses forces s'essoufflent, qu'il y a eu des pertes énormes autour de Bakhmout. Donc lui, il a des réserves limitées. Il peut plus recruter dans les prisons. Donc sur le plan purement militaire, tactique, entre Bakhmout, Soledar et la petite localité qui s'appelle Krasna Hora, qu'il a revendiqué, on voit que c'est pas gagné. Et donc, du coup, ça donne raison aux Ukrainiens de résister un maximum Bakhmout. Donc, je pense qu'il devrait se passer de dire ça, mais tant mieux pour les Ukrainiens. C'est un premier point. Le second point, sur le plan politique, c'est vrai, ce que dit Samantha est très intéressant. Moi, j'observe quand même que depuis un an, on n'a pas une seule image de Prigojine avec le président Poutine. Oui. Aucune. Alors, moi, je pense qu'il s'en sert comme... Moi, j'ai une lecture un peu différente, mais Poutine garde les manettes. Pour l'instant, il s'en sert comme ça. Il le met de moins en moins dans les médias. Je ne sais pas, peut-être que Samantha en sait plus, ou vous-même en savez plus, l'influence que Prigojine a auprès du peuple russe. Je ne suis pas sûr qu'il ait une si belle image que ça. Et je pense que Poutine, le jour où il n'a plus besoin de Prigojine, il s'en débarrassera. Alors, par contre, il peut se passer n'importe quoi. C'est vrai qu'il peut y avoir une crise d'autorité au Kremlin, que Prigojine peut arriver comme un homme fort, avec quand même des milliers d'hommes derrière lui, peut-être. Donc, c'est vrai qu'il faut rester vigilant, mais il y a plusieurs lectures. En l'état actuel, il fait de son mieux du côté russe, malheureusement, mais je pense qu'il ne réussit pas tant que ça, et tant mieux pour les Ukrainiens. Mais est-ce qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais le fait que Poutine ait autorisé Gazprom, qui est quand même, la possession directe de Poutine, à avoir sa propre milice, c'est pas pour concurrencer Prigojine sur ses mercenaires. Donc on est dans une espèce de guerre intérieure entre des mercenaires, parce que normalement les mercenaires sont interdits en Russie, et là officiellement Gazprom a le droit d'avoir sa propre milice. Alors dans le cadre de Gazprom, c'est un petit peu différent, parce que la petite armée de Gazprom, elle s'inscrit clairement dans une loi qui est la loi des hydrocarbures, qui permet aux sociétés de protéger les installations énergétiques qui sont vitales à la Russie. Et donc Gazprom, la création de cette armée, elle est clairement inscrite dans la loi. C'est vrai que Wagner, patriote de Shoigu, Redout, qui est une autre armée privée d'un oligarque qui s'appelle Timchenko, enfin, j'en cite que les 3 ou 4 les plus connus. Il y a beaucoup d'armées privées en Russie, elles sont en train de se développer. Ça, c'est un petit peu comme les champignons après la pluie. Il y en a de plus en plus de ces armées privées en Russie, qui fonctionne sans aucun cadre juridique. Et ce qui est absolument étonnant avec Prigojine, c'est que non seulement il y a une armée privée, il est allé recruter dans les prisons et il a pu pardonner, enfin en tout cas il a pu accorder ou faire accorder un pardon à ces soldats ex-prisonniers. Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dit mais tout ça est parfaitement légal, il y a juste des décrets secrets. Donc quand on commence à légiférer dans le secret, ça vous donne un petit peu une idée de l'état de droit en Russie. Prigojine aussi a en tout cas approuvé l'exécution de déserteurs. Et là encore... Et les a mis en scène de façon particulièrement cruelle et atroce d'ailleurs. Ce qui est terrible, ce qui est extraordinaire, c'est que le Kremlin dit ça ne nous regarde pas. Je suis désolée, quand un meurtre entre citoyens privés, c'est toujours l'affaire de l'État. Et donc quand l'État dit ça ne me regarde pas, c'est aussi un signe... C'est pas un très bon signe. Sur la situation à Bakhmout, il y a quelques instants, le président Zelensky s'est exprimé. On a entendu Prigojine dire tout à l'heure que la situation était difficile pour Wagner. Le président Zelensky explique que la situation est aussi très très difficile pour les forces ukrainiennes. Voilà ce qu'il a dit il y a quelques instants. Il y a des combats pour chaque mètre. Volodymyr Zelensky, depuis plusieurs jours maintenant, il dramatise de plus en plus la situation là-bas. Et c'est aussi le sens de ce que nous dit Charlène Hurel. C'est notre envoyé spécial là-bas, à Bakhmout. Justement, elle a pu se rendre aujourd'hui dans la ville, mais elle a surtout remarqué que les Ukrainiens préparaient les positions défensives par ailleurs. On la retrouve, écoutez.
Les combats sont particulièrement intenses tout autour de la ville de Tchassiviar. Nous sommes pas loin de Bakhmout et depuis tout à l'heure nous entendons des explosions rapprochées mais aussi des tirs de départ des forces ukrainiennes, signe qu'elles tentent de défendre la ville. Alors ici nous sommes au centre-ville, les habitants viennent à cet endroit pour se procurer de la nourriture par exemple parce que les conditions de vie sont extrêmement compliquées. Ils vivent dans des abris, des sous-sols pour se protéger des explosions répétées et puis il y a cette fortification dans cette ville extrêmement importante parce que pour vous situer, eh bien, nous sommes à seulement 2 km des forces russes. Donc vous le comprenez en tout cas, la nécessité des forces ukrainiennes de protéger cette ville mais surtout de ralentir la progression des forces russes. Comment faire pour ralentir la progression des forces russes? Comment faire pour créer des positions défensives générales? Concrètement, ça veut dire quoi? Des tranchées, les gens s'enterrent, plusieurs lignes, du minage et la position, de tenir des positions stratégiques. Et quand on fait ça, on peut se permettre de laisser venir au bout d'un moment pour essayer de tirer sur les Russes au tournant? C'est tout l'art du général Sourovikine sur le place, c'est d'être en permanence, de mesurer à quel moment il faut être capable de faire une retraite. Enfin une retraite, en tout cas de reculer un peu pour éviter quand même le bain de sang total. Enfin il y en a déjà énormément malheureusement. Mais pour éviter surtout l'encerclement de ces forces sur Bakhmout. De tenir cette position parce qu'elle a pris un symbole mais absolument incroyable, c'est comme ça. C'est une cristallisation, si vous voulez, de la guerre dans ce qu'elle a de plus aigu au niveau de la confrontation. C'est vraiment mètre par mètre, homme à homme. En fait, là, on est vraiment dans des combats d'infanterie appuyés par l'artillerie. Il y a assez peu de blindés que l'on observe de part et d'autre. Pourquoi? Parce que c'est un peu accidenté, il y a un peu de vallonnage. Et on le voit là, sur les images que vous montrez, vous voyez, c'est maison derrière maison, il y a des carrefours à tenir, il y a la banlieue de Bakhmout, côté est, qui est tenue par des forces russes. Côté ouest, ce sont encore les Ukrainiens. Donc, il y a une symbolique extrêmement forte. Mais, comme disait Charline, en fait, elle observait, parce qu'elle est à peu près à 5 km à l'ouest de ce reportage, là, à 5-6 km à l'ouest de Bakhmout, sur ce petit village. Et qu'est-ce qu'ont fait les Ukrainiens? Ils ont organisé plusieurs lignes de défense. Pour cela, ils sont très, très organisés, ils connaissent parfaitement le terrain. Mais pour l'instant, ils essayent de tenir le plus longtemps possible Bakhmout. Et ils peuvent encore tenir longtemps. Je vous rappelle quand même que c'est depuis septembre qu'ils tiennent cette position, alors que depuis septembre, les Russes disaient qu'ils allaient prendre Bakhmout. On peut imaginer, Samantha, que les Ukrainiens mettent au point ces lignes défensives pour attendre les Russes au tournant et pour ensuite partir et puis les laisser venir? Oui, il y a encore des Ukrainiens qui sont très près de Bakhmout et qui tiennent la ville. Mais j'ai parlé justement Enfin, j'ai échangé par texto. J'ai pas parlé avec un soldat qui est à Bakhmout en ce moment, un Ukrainien qui m'a expliqué que ça n'a jamais été aussi chaud, que c'est vraiment en un an de guerre, il n'a jamais connu quelque chose d'aussi intense et que les postes de premier secours, enfin, vous allez vers un poste de premier secours, il y a des flaques de sang. Enfin, vous marchez dans des flaques de sang. C'est juste un carnage. Ouais. Donc c'est absolument, c'était très impressionnant comme description. Et que c'est vraiment, voilà, c'est très dur. C'est l'affrontement, comme le dit M. Prigojine, c'est l'affrontement rue par rue, maison par maison. Mètre par mètre, comme le dit Zelensky ce soir. Les images qu'on avait juste auparavant, vous voyez, ils sont quoi? Dans une tranchée, ils sont groupés, enterrés, ils sont protégés derrière un talus, et puis ils sortent. Mais c'est vraiment des images, malheureusement, qu'on a vues dans des reconstitutions de guerre 14-18, mais malheureusement, pour certains aspects, c'est cela. Et ça montre la difficulté de la tenue de ce terrain, mais les Ukrainiens ont un courage, on le sait, exemplaire, et ils sont très informés quand même sur le plan tactique. C'est-à-dire qu'ils éviteront de se faire encercler, ils ont en permanence des drones qui surveillent, ils ont beaucoup de renseignements, beaucoup plus que non les Russes. Et sur le côté bain de sang, écoutez le témoignage de ce soldat ukrainien, le ratio qu'il donne sur ce qu'il voit des pertes russes. Fin 2022, notre bataillon a déménagé dans la région de Bakhmout. Il s'est installé au sud de la ville, en périphérie. Et il s'y trouve toujours, sous une pluie de bombardements constante, avec des tirs d'artillerie, de tanks, de missiles anti-chars, de mortiers, de lance-grenades. L'ennemi utilise tout ce qu'il a, sans jamais manquer de munitions.
On fait aussi face à des troupes de la milice Wagner et à leurs forces d'opération spéciales, leurs unités les mieux entraînées. S'ils sont blessés, ils ne sont récupérés qu'à la tombée de la nuit, quand il fait sombre. Et si les blessures sont sérieuses, alors ils n'ont plus qu'à attendre leur mort et qu'on vienne chercher les corps. Et ça, c'est pour la milice Wagner. Pour ce qui est des troupes mobilisées, il n'est même pas question de récupérer les corps. Ils sont laissés à l'abandon, la Russie n'essaie même pas de les rapatrier. Ils sont envoyés au massacre, seul leur nombre compte. Sur 20 soldats partis se battre, il arrive que seuls 2 rentrent. Et il n'y a aucun problème avec ça, puisque le lendemain, leur commandement recevra 20 nouvelles troupes qu'il pourra envoyer au front. Et voilà, des chiffres évidemment terribles qu'on retrouve d'ailleurs sur les grandes masses du nombre de victimes. La Norvège a publié aujourd'hui un bilan pratiquement 1 an après le début de ces combats. Alors évidemment, les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes, mais bon, il y a quand même des données qui se croisent et on a des tendances qu'on retrouve. Le nombre de soldats morts ou blessés au combat d'après les Norvégiens depuis le 24 février, c'est donc 180 000 côté russe et autour de 100 000 côté ukrainien. À ce rythme-là, nous, ce qui peut tenir le plus longtemps, c'est pratiquement 1 pour 2 entre l'Ukraine et la Russie. Mais ça, c'est le malheur, c'est la manière de faire la guerre des Russes, qui ont quand même un respect tout à fait limité de la vie humaine. Et on se retrouve avec des chiffres comme ça, et ils jouent la masse. Et ils jouent la masse, et ils continuent, ils l'ont toujours fait. Et à ce niveau-là, comme Poutine ne veut pas reculer, il le fera. Et vous savez, en plus, dans le Donbass, c'est que nous, ça fait 1 an qu'on est extrêmement concentrés sur cette guerre. Mais eux, ça fait 8 ans. Ouais. Etc. C'est pour ça aussi que Bakhmout cristallise à ce point-là, c'est que des 2 côtés, c'est une zone de guerre depuis 2014. Donc, c'est normal d'avoir une ville symbole qui va être réduite en cendres. C'est Mariupol en pire, quoi. Il y avait 70 000 habitants, je crois, il n'en reste plus que 5 000 et il y en aura bientôt plus, ce qui est normal. C'est vraiment là, c'est la guerre depuis 2014 et c'est pas là que va se jouer la guerre, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de symboles. Mais le malheur des Russes, c'est que voilà, en plus dans ce discours patriotique de on se bat, enfin tu donnes ta vie, c'est patriotique, c'est la seule chose que tu peux faire pour la Russie. On est encore dans cette exaltation. Alors l'OTAN, qui a un réveil, c'est souvent l'Afghanistan, les mères ont réagi, mais enfin elles ont mis quand même un certain temps à réagir. Ouais. Hein. Ça a duré très très longtemps et c'est le malheur avec les Russes, c'est ce rapport à la mort. Mais moi je me dis toujours que quand on regarde un pays, il faut toujours regarder le rapport qu'il a à la mort. Et quand on regarde sur les Chinois, pour dans la religion dans laquelle ils ont baigné, la mort n'est pas une fin. Donc c'est encore autre chose. Il faut toujours regarder comment les populations vivent le rapport à la mort. Et puisque vous parlez de Mariupol, c'est de Mariupol qui concentre de très loin le plus grand nombre de morts civiles, le nombre de tués civils en Ukraine, donc, parce qu'il n'y a pas de combat sur le territoire russe, est estimé entre 30 et 40 000, dont 20 000 rien que pour Mariupol. Samantha. Oui, alors pour parler de Mariupol, nous avons un jeune homme qui vient souvent sur LCI qui a tweeté aujourd'hui une photo de Mariupol le 14 février à la Saint-Valentin l'année dernière. Une jolie ville balnéaire, les rues, comme une rue peut être la Saint-Valentin. Ils aiment beaucoup la Saint-Valentin en Ukraine. Hein. C'est vraiment les fleurs, les cœurs partout. Et donc, il était à Mariupol le 14 février 2022. Et là, ces photos, et quand vous voyez ça, et vous voyez ça, ce qui est devenu Mariupol, c'est absolument glaçant. Et sur ce que disait Abnous, justement, sur le rôle des mères, et c'est vraiment très, très intéressant comme remarque, parce qu'en effet, en Afghanistan, c'est vraiment les mères qui ont vu revenir ces garçons dans des cercueils de zinc. Il y a même un prix Nobel de littérature qui a été donné à une écrivaine biélorusse qui parlait des garçons de zinc. Ça a vraiment été un des tournants, une des brèches dans le mur qui a vraiment mené à la fin de l'URSS. Mais on oublie toujours une chose, c'est que les mères se sont révoltées surtout à la fin de la guerre en Afghanistan, donc aussi pendant la glasnost de Gorbatchev, quand on avait une liberté de parole. Oui. Alors qu'aujourd'hui en Russie, c'est le contraire qui se passe, c'est qu'il n'y a plus aucune liberté de parole. Il y a même aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des bruits qui couraient sur le fait que la directrice de la Banque centrale pourrait être appelée agent étranger parce qu'elle parlait un peu trop librement. Et aujourd'hui en Russie, si vous mentionnez le mot guerre, il y a une loi sur la discréditation de l'armée russe qui est draconienne. Donc, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui en Russie. Et il y a des mouvements de mères de soldats, il y a même un mouvement de veuves de soldats. Mais c'est les plus acharnés, les plus va-t-en-guerre qui existent. C'est, mais voilà, mais mon fils est mort, il faut aller tuer tous les Ukrainiens pour le venger. Et d'ailleurs, on avait des images ici où elle disait, c'est que leur problème, c'était pas la guerre. Leur problème, c'est que
leurs garçons, leurs maris n'avaient pas assez d'armement pour se battre et réclamaient à l'État russe qu'ils soient mieux armés pour pouvoir aller tuer plus d'Ukrainiens. Donc là, on est encore dans le moment de la fierté. Et vu la chape de plomb qui est tombée sur la Russie, ça paraît compliqué de les entendre. Et si c'est à l'intérieur, on les ferait taire. Là, les dernières images, c'est quand même les femmes russes qui reçoivent des fourrures en compensation de la perte de leur mari. Sur le symbole, on repassera, voilà, c'est Saint-Valentin, ça tombe bien. C'était un mari perdu, une fourrure de gagné. C'est toujours un peu étrange. Mais on est encore dans ces images-là. Et est-ce que les autres oseront aussi réagir? C'est curieux. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Samantha, et ça nous a interpellés. Mais vous connaissez le bilan de l'Afghanistan? Perte russe, beaucoup moins, de 25-26 000 morts. Là, on parle de 180 000. 15 000 en Afghanistan sur 10 ans, non, je crois. Et là, je vois les chiffres affichés, je ne sais pas, mais ils disent 26 000 sur toute la guerre d'Afghanistan. Et là, 180 000. 180 000 en un an. Et donc, il n'y a pas plus de mouvement. Et ce que vous dites, c'est que, quelque part, c'est assez incroyable, mais Poutine, il semblerait, je ne sais pas, à crédit... Mais là, on est agressé comme pendant la guerre 39-45. Il est en train de dire, voilà, c'est... c'est le retour de la grande guerre patriotique. On a l'impression l'argument, regardez les morts et c'est ça qui est terrible, en fait. Puisque nous sommes en Russie, restons-y avec Jérôme Garraud, notre correspondant là-bas, qu'on va retrouver dans quelques instants, parce que disent les autorités russes et les médias russes au moment d'aborder le premier anniversaire de cette guerre? Et ben, là-bas aussi, il y a un discours, il y a une propagande, et on raconte que les Ukrainiens ont des projets particuliers pour l'événement. Écoutez. Oui, bien ici, il se dit que l'Ukraine, je cite, prépare une provocation autour du 22 février, la semaine prochaine. En tout cas, c'est ce qu'annonce le ministère russe de la Défense. Dans le détail, selon Moscou, tout ce que je vous dis là, c'est vraiment selon Moscou. Selon Moscou, Kiev se préparerait à accuser la Russie d'avoir violé la sûreté nucléaire quand l'armée russe contrôlait la centrale de Tchernobyl. Alors il faut quand même noter que ce type d'annonce, ce type d'accusation par anticipation, on va dire, ce n'est pas une totale nouveauté. En octobre dernier, la Russie accusait l'Ukraine de se préparer à faire sauter le barrage de Kherson. En novembre dernier, il était dit que l'armée ukrainienne allait lancer une bombe sale. À un moment donné, les Occidentaux ont même craint que ces annonces précèdent une attaque russe sous faux drapeau. Et en fin de compte, à chaque fois, il ne s'est rien passé. Et vous voyez un petit peu le climat qui règne ici ces jours-ci. Oui, c'est vrai, Samantha. C'est un grand classique du côté russe d'essayer de remettre les feux sur d'éventuelles menaces ukrainiennes auprès de la population russe. Oui, c'est un grand classique, les attaques sous faux drapeau. Donc, faire quelque chose et accuser son adversaire. Mais il y a une chose qui se passe qui est inquiétante. Et ça, j'ai écouté des journalistes britanniques qui avaient été sur place récemment expliquer que le barrage de Kakhovka, donc le barrage qui est un barrage qui n'est pas loin de Zaporizhia, qui est très important pour l'approvisionnement en eau, pour tout ce qui est système de refroidissement de la centrale, que l'eau du barrage est en train d'être siphonnée par les Russes, qui le contrôlent toujours, et qu'il y a de moins en moins d'eau dans ce barrage. Mais pour en faire quoi ? Alors, ce serait éventuellement pour inonder la plaine du Dnepr pour arrêter l'armée ukrainienne, ou alors causer un problème d'approvisionnement en eau à la centrale de Zaporizhia. Et ça colle exactement avec ce qui vient d'être dit sur une attaque à la sûreté nucléaire. Enfin, que les Russes accuseraient, les Ukrainiens accuseraient les Russes d'avoir attaqué la sûreté nucléaire. Et on voit maintenant cette eau qui commence à disparaître du barrage de Novakhovka. Voilà, moi je réagis là sur le tas à ce qu'on a appris, mais ça correspond. Vous faites l'association d'idées, ça peut marcher et c'est le genre de choses que les Russes font depuis longtemps. Oui, c'est un grand classique, mais là on est vraiment dans un narratif aussi. C'est que Poutine, pour tenir sa population, il a besoin de leur raconter une histoire. Et effectivement, là, l'histoire dominante, c'est nous sommes attaqués. Quand ils ont célébré Stalingrad, c'était la raison. On avait l'impression qu'entre Stalingrad et aujourd'hui, il y avait un espace-temps qui avait tout à fait réduit. On recommence, on repart. Donc, vraiment, le danger vient de là. C'est cette capacité qu'ont les Russes. Et ça fait longtemps qu'ils racontent une histoire, Poutine. Et il la raconte bien. Vous avez entendu Jérôme Garraud il y a quelques instants à Moscou. Vous avez entendu Charlie Nurel également à Barmout. Demain soir sur LCI, vous les entendrez également en longueur, ainsi que tous les autres envoyés spéciaux qui sont allés sur place depuis un an maintenant. Vous savez qu'ils sont nombreux au sein des équipes de LCI. Et ils racontent dans ce document exceptionnel leurs expériences, les moments les plus forts qu'ils ont vécus. L'évolution aussi entre le 24 février et aujourd'hui. Vraiment, c'est à ne pas rater. Document inédit à voir demain soir à 20h50.
50 sur LCI. À ne pas rater non plus Brunet, Hamet et compagnie, parce que c'est tout de suite. Allez, bonne soirée, à demain.